Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir mon bilan du mois de mars. Et vous allez voir que c'était pas faramineux puisque j'ai eu une petite panne de lecture, je vous explique tout de suite. Le mois de mars a été hyper compliqué pour moi niveau lecture puisque niveau travail, niveau fatigue, niveau charge mentale, ça n'a pas été de tout repos, je peux vous l'assurer. Et donc vous l'avez vu un petit peu dans mon rythme de vidéo et je pense que le mois d'avril est un peu sous le même signe. Même si je commence petit à petit à sortir l'eau de la tête, non, à sortir la tête de l'eau plutôt. Et voilà, pour tout vous dire, cette semaine, j'ai terminé très tard un soir. J'ai beaucoup, voilà, j'ai eu une grosse période de travail où ça me mobilisait à peu près toute mon énergie. Et du coup, ceci explique cela. Donc, mini panne de lecture. Heureusement qu'il y a eu des audios quand même et j'ai quand même 5 livres à vous présenter puisque on commence tout de suite avec les stats. Donc comme je disais, j'ai lu 5 romans, 0 graphique pour 2369 pages, donc c'est pas beaucoup par rapport à mon rythme de d'habitude. C'est à peu près la moitié de ce que j'ai fait les premiers mois de l'année. Donc j'avoue que je suis un petit peu frustrée et en fait j'ai eu cette petite panne de lecture de je suis dans un livre mais j'ai pas l'impression d'être impliquée au maximum et un peu de le survoler, un peu d'être à l'extérieur de moi-même quand je lis, mais c'est pas très grave, j'ai quand même eu des très bonnes lectures. Mais des moins bonnes aussi. Heureusement, je vous ai dit que les audios existent puisque j'ai lu 3 audios et 2 en papier. J'ai pas lu de numérique, j'avais pas le temps de toute façon. À la journée, je ne pouvais rien faire. Les journées passaient à une vitesse folle, je ne pouvais rien faire d'autre que de travailler et même un audio dans les oreilles pendant que je travaillais, c'était impossible. J'ai fait 4 achats et donc j'ai lu 0 livre hors de ma pile à lire et j'ai pas fait d'abandon ni de unhaul. Donc ma pile à lire a baissé que d'un seul livre puisque je suis passée de 29 livres à 28 livres et j'ai lu du contemporain, de la fantasy fantastique, de l'historique et voilà, et un thriller je crois. Ce mois-ci, j'ai découvert 3 autrices puisque le mois était sous le signe de la femme et donc de l'autrice. Je n'ai lu que des autrices et donc j'en ai découvert 3, à savoir Augustine Vivant, à savoir Isabelle Lozac et Anouk Schetterberg. Donc comme je vous le disais, le signe c'était la femme, donc je n'ai lu exclusivement et seulement que 5 femmes, donc enfin que des femmes. Donc 0 homme, ce qui fait un peu du bien quand même. Niveau stats, pays, je suis assez contente aussi puisque j'ai lu 3 livres de français et de françaises et 2 livres d'américaines, d'états-uniennes comme on dit. Et par contre, je n'ai fait aucune lecture commune. J'en avais une qui était prévue, mais je vous avoue que j'ai un petit peu abandonné la lecture commune. Je l'ai commencé avant tout le monde et finalement, je pense que l'idée de la lecture commune sur ce livre a été un petit peu balayée puisqu'on n'était pas toutes en phase de le lire au même moment. Donc c'est pas grave, on lira peut-être la suite ou d'autres livres en lecture commune. Donc comme je disais, j'ai acheté 4 romans, à savoir Le chant de la reine Corbeau de Isabelle Lozac, Les enfants de la mine de Hélène Marie Wiseman, Le choix du cœur de Carissa Broadbent et le 2e tome de Beast of the Briar, à savoir Woven by Gold de Elisabeth Hélène. Donc je suis hyper contente, sachant que c'était des petites valeurs sûres. Il y en a un que j'ai commencé avant de lire, mais ça je vous en parlerai juste après, et en fait j'ai bien aimé. Et du coup je me suis procuré le papier, mais ça je vous en parlerai juste après. J'ai commencé 2 sagas, à savoir Le chant de la reine Corbeau et Jeu de peau, donc voilà, une de romantasy et une de thriller. Et j'en ai continué une seule, à savoir Wicked de Jennifer L. Armentrout. Donc j'en ai 2 à jour, à savoir Wicked et Le chant de la reine Corbeau, et je n'ai pas abandonné de saga. Donc voilà pour les stats et on va commencer tout de suite. Donc pour une fois je pense que ce bilan ne sera pas hyper long
puisque j'ai moitié moins de livres à vous présenter que d'habitude. On commence tout d'abord avec La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Dans cette histoire, on va suivre Julia qui revient dans sa famille. Il y a un an, elle a subi un énorme traumatisme, un énorme choc, une épreuve inimaginable et horrible, et donc elle est un peu végétative et vraiment en mode un peu zombie dans cette période-là, et un jour elle apprend que Wharton Park, qui est l'ancienne maison où ses grands-parents travaillaient comme jardiniers, etc., va être vendue, et donc elle va y retourner pour récupérer quelques objets, pour récupérer des choses qu'elle pourrait aussi offrir à son père pour son anniversaire, et elle va retrouver un jeune homme, je sais plus comment, Kit, je crois c'est Christopher, je crois que c'est ça, qu'elle avait rencontré une seule fois quand elle était gamine et qu'elle était à ce niveau-là, dans cette maison-là, et ils se sont rencontrés autour d'un piano, puisque Julia est une célèbre pianiste, mais depuis son épreuve, elle ne touche plus un piano, elle n'a goût à rien, n'a plus de goût à quoi que ce soit, et elle va demander un petit peu... elle va retrouver dans cette maison le journal intime qui aurait appartenu à son grand-père, et donc elle va demander un peu à sa grand-mère qui est toujours en vie, son grand-père n'est plus en vie mais sa grand-mère est toujours en vie, un peu de lui raconter leur histoire à Wharton Park, comment ils ont vécu la guerre, puisque je crois qu'on parle de la guerre d'Indochine, je crois, oui c'est ça, on parle de la guerre d'Indochine puisque le grand-père de Julia part à un moment donné en guerre en Indochine, et donc c'est ce qu'ils disent en fait, à travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme c'est si bien nous l'offrir Lucinda Riley, et vraiment... J'ai trouvé que ça avait vraiment des vibes, en fait on sent la touche de Lucinda Riley parce que ça a vraiment des vibes des 7 sœurs. Ça aurait été sur un tome des 7 sœurs, ça m'aurait absolument pas choqué. J'ai plutôt bien aimé ce roman. C'est pas un coup de cœur, peut-être que ma panne de lecture n'a pas aidé aussi, puisque j'ai lu au tout début de cette panne de lecture, mais j'ai trouvé hyper sympa. Julia était très attachante, elle a un passé qui est pas facile et une histoire qui est pas facile, et franchement elle m'a fait mal au cœur pendant un long moment. Kit, je l'ai beaucoup aimé parce que il est très bienveillant, très réconciliateur, très avec un grand cœur, etc. Il se met un petit peu de côté de temps en temps, mais il apprend petit à petit aussi à s'écouter et à écouter ses envies. Et le passé est très touchant aussi, et du coup on va suivre le passé en fait et les grands-parents de Julia et la famille de Kit, puisque Kit est l'héritier, en vrai je vous ai pas raconté ça, mais Kit est l'héritier de Wharton Park, sauf qu'il n'a pas les moyens de subvenir et d'entretenir ce Wharton Park, ni de continuer à le faire vivre, donc il est obligé de le vendre, ce qui fait très mal au cœur à Julia, mais parce que ça a une place hyper importante dans sa famille, mais franchement ouais c'était beau. Il y avait des choses qui m'ont un peu cringe par contre, j'ai trouvé certaines choses un peu trop rapides, un peu trop faciles, mais je suis contente d'avoir lu un roman sur ce sujet là. On parle pas que de la guerre, enfin de la Seconde Guerre mondiale, mais on parle de quelque chose de plus sombre et de plus dur, mais aussi ça a des beaux messages, c'est parfait pour le printemps parce que on parle de fleurs, on parle d'orchidées, on parle de tout ça, et franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai hâte de pouvoir lire d'autres romans d'elle. Je sais pas si ça va être mon préféré, en tout cas voilà, j'ai passé un bon moment, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était ça. Je prends dans l'ordre que ça me vient parce que je suis pas sûre de les avoir lus dans cet ordre là, mais j'ai lu Jeu de peau, qui est un premier tome de saga de Anouk Schutterberg. Alors premier tome de saga puisque on va retrouver des flics récurrents. Ici on a donc Ici, on a le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Bunevial.
qui vont être dépêchés au début, puisque en fait en mise en enchère il y a un certain nombre de pots comme ça, voilà, de pots qui sont mises aux enchères tout simplement parce que c'est un célèbre peintre, un célèbre artiste qui l'a tatoué, voilà, qui a fait tous les dessins sur ces tatouages là. Il est très très célèbre et il utilise une technique qu'il a apprise au Japon qui mêle un peu la violence avec l'art, avec l'amour, enfin bref, tout est dans la destruction, dans la violence, c'est pas très sain, franchement c'est pas le côté hyper sain, hyper matcha, hyper vieux, joyeux, hyper vert du Japon. On est un peu dans les bas-fonds un petit peu de ça, donc il apprend une certaine technique qui va en fait, il va tatouer un peu tous ses amants, un peu toutes les personnes qui vont croiser sa vie, et donc voilà, tous ces pots arrivent en mise en enchère, donc ils vont devoir enquêter, voir pourquoi il y a autant de bouts de peau qui sont là, sauf qu'ils se rendent compte que les personnes ont donné leur peau de leur vivant, qu'ils sont en accord avec ça, etc. Donc ça va être relâché, sauf qu'au bout d'un moment après la mise aux enchères, toutes les victimes vont être assassinées, voilà, toutes les personnes qui ont mis aux enchères vont être assassinées, et donc là, il va y avoir une enquête là-dessus. C'est assez court, je l'ai lu en audio. Encore une fois, je pense que ma peine de lecture l'a pas trop faite. Après, on parle beaucoup d'art, de quelque chose de très, pas spirituel, mais très dans l'artiste. Et ce côté-là, c'est pas trop mon truc non plus. Du coup, je pense que d'un côté, je suis peut-être un petit peu passée à côté à cause de ça. Après, j'ai bien aimé l'enquête. J'ai pas trouvé ça fantastique ni rien. J'ai trouvé ça sympa. Je sais pas si je me prendrais d'autres tomes d'elle. Elle a reçu pas mal de prix. Je dirais pas que c'est pas mérité, je dirais pas que c'est mérité, j'ai pas trop d'avis dessus, voilà, pas de coup de cœur sur la plume, pas de coup de cœur sur les personnages, pas de coup de cœur sur l'enquête. C'était distrayant, c'était sympathique. Après, on verra. Je pense que si les autres ne sont pas en audio, je ne les prendrai pas et je ne les lirai pas. Mais ouais, je trouvais pas que c'était pas trop ma tasse de thé à 100%. Voilà, je pense que le côté un peu trop artistique n'était pas fait pour moi. Mais bon, voilà, je vous le recommande quand même. Il est assez court. Il fait même pas 350 pages, donc il se lit assez rapidement. Mais c'est quand même assez dark, assez difficile par moments. Voilà, on n'est pas dans le tout beau tout rose, même si c'est un thriller. La partie un peu japonaise sur cette culture qui est, je sais plus comment ça s'appelle, l'irezumi, qui est une technique ancestrale et violente du tatouage. Donc voilà, ça décrit bien ce qui se passe là-dedans. Ensuite, j'ai l'impression que ça fait... C'était sympa, là je descends un petit peu et je vais remonter juste après. J'ai lu le tome de Wicked de Jennifer Lamontrot, vous connaissez mon amour pour cette autrice. Mais j'ai pas aimé ce roman, enfin je l'ai trouvé à la même hauteur que le premier tome, que j'avais déjà pas trop aimé. Si vous avez suivi mes aventures, j'ai failli ne jamais recevoir ce tome puisque je l'avais commandé, que mon facteur, enfin qu'un des facteurs l'a gentiment volé ou mis dans une autre boîte aux lettres qu'on m'a jamais rendue. Et donc j'ai mis 2 mois à récupérer de la FNAC cet exemplaire là. Donc dans cette histoire on est sur une urban fantasy puisque on se situe à la Nouvelle-Orléans. On va suivre Ivy qui est une chasseuse de failles, puisque les failles dans cet univers sont méchants et sont traqués et absorbent la vitalité des humains. Et donc Ivy fait partie d'un ordre qui consiste à tuer les failles, et jusqu'au jour où elle va tomber face à un failli qui a l'air complètement différent des autres, un peu plus au-dessus et un peu plus méchant et un peu moins ce qu'elle a l'habitude de voir, et elle se rend compte qu'il y a des failles un peu supérieures, que il y a un portail entre le monde des failles et le monde des humains qui menace de s'ouvrir et que ça va être l'apocalypse, puisque le prince des failles recherche une certaine créature pour l'enfanter et qui va détruire le monde des humains.
Et donc on va suivre du coup Ivy, elle va faire la rencontre de Ren qui arrive en ville, qui est lui aussi un chasseur de failles, mais un chasseur de failles qui a l'air de croire en son histoire alors que personne veut y croire. Tout le monde lui dit que c'est des légendes et que il faut pas écouter toujours les légendes, mais là ça a l'air plutôt elle a l'air plutôt convaincante. Et donc là on est sur un tome 2, donc je vais pas vous dire exactement ce qui se passe, mais voilà, on n'est pas sur une saga que j'affectionne tout particulièrement. Je suis pas hyper fan d'Ivy, je trouve que je pense que c'est une des premières fantasy adultes qu'elle a écrites, du coup elle s'est un peu lâchée. C'est un peu gros par moment. Franchement, si vous avez une fantasy adulte de Jennifer Lamontrout, enfin une romantasy adulte de Jennifer Lamontrout à lire, vaut mieux lire Le sang et la cendre que celui-là. Parce que franchement c'était pas incroyable. Je lirai le dernier tome parce que ça se lit quand même assez vite, c'est pas très gros, c'est du Jennifer Lamontrout, c'est quand même hyper addictif, mais voilà, pas attaché au personnage. Il y a un petit personnage que je trouve très drôle, voilà, il y a quand même pas mal d'humour, donc que je trouve très drôle. On a l'impression que c'est un peu caricatural, pardon, j'ai eu du mal à sortir ce mot, caricatural, mais je pense que c'était pas du tout dans ce but là qu'elle l'a écrit, mais voilà, pas sensationnel, voilà, ça détend, ça permet de lire sans trop réfléchir, et en fait c'est pour ça que je me suis aventurée là-dessus, parce que Jennifer Lamontrout pour moi c'est une valeur sûre au niveau de la plume, et que là franchement faut pas trop réfléchir, c'est pas un monde trop complexe avec des noms, un système de magie, un univers, un world building hyper prenant, mais bon, ça fait l'affaire. Le livre que j'ai commencé en audio et du coup que j'étais quand même convaincue, du coup je me le suis pris en papier, il s'agit de du Charme de la Reine Corbeau de Isabelle Lozac qui est sorti chez Lost Kingdom, donc MXM Bookmark. Enfin non, Bookmark Collection Lost Kingdom, et en fait il fait partie des brochets complètement jaspé, et je trouve le jaspage, alors les personnages en haut et en bas pas méga fun parce que dans tous les cas ils reprennent ceux-là, mais alors le jaspage là, j'adore. Dans cette histoire, on va suivre la famille Sarciel, donc Vassilia Sarciel, qui vient de survivre à l'assassinat, à l'incendie de toute sa famille. Voilà, c'est la seule rescapée de la famille des Sarciel. Les Sarciel régnaient sur le peuple, et on sent qu'il y a plusieurs familles qui se battent un petit peu pour le pouvoir, et donc c'est la seule survivante à un incendie qui décime et qui détruit toute sa famille. Et donc pour ne pas perdre sa place sur le trône, elle va vite dire que voilà, que c'est elle l'héritière et que c'est elle qui va devenir la reine, sauf qu'ils lui disent que pour qu'elle devienne reine, il faut qu'elle se marie, et donc elle va choisir elle va devoir choisir assez rapidement alors qu'elle est en plein deuil, elle va devoir choisir son fiancé, son futur mari. Et elle se tourne vers une famille un peu vers une de ses familles un petit peu ennemie, mais elle va pas elle va pas choisir la personne, la favorite, ni rien, elle va choisir un des derniers enfants qui, lui, avec une aspiration, c'est devenir magicien et partir dans une école de magie avec son meilleur ami, mais en fait elle va le croiser et devant tout le monde, elle va ne pas lui laisser le choix et lui dire que c'est lui qu'elle a choisi, et donc il ne peut pas refuser, et puis en plus sa famille est tout à fait prompte à... est tout à fait d'accord pour qu'elle choisisse un membre de cette famille-là, mais ils n'auraient pas du tout misé là-dessus, surtout que Vassilia n'était pas la première fille non plus, donc lui n'a pas été élevé dans ce but-là, elle n'a pas été élevée dans ce but-là, mais ils vont devoir déjà comprendre ce qui s'est passé, si c'est un incendie volontaire ou pas, ils vont devoir survivre, ils vont devoir créer leur place, et en plus il y a pas mal de choses qui ont l'air
de se passer. On a toute une forêt avec des ombres et de la magie, des choses un peu malfaisantes qui étaient protégées par une barrière ou par un mur et qui semblent être un petit peu fissurées, se fissurer. Donc on a des gens pas très gentils qui arrivent dans notre monde, enfin dans leur monde. Et donc ils vont devoir combattre également ceux-ci. Et franchement j'ai plutôt bien aimé cette histoire. Je trouvais qu'en audio il était très très bien, il passait très bien. J'étais très contente de le lire. En audio on est sur une alternance de point de vue entre la jeune femme et le jeune homme. Et franchement c'était plutôt vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'ils avaient entre eux, j'ai beaucoup aimé les personnages, Vassilia est très cool, le world building est très très sympa aussi, je trouvais que ça changeait un petit peu, on a vraiment ce côté un peu femme qui est toute seule au monde et qui va devoir se battre contre tout le monde, elle va enquêter aussi sur la mort de ses parents parce que voilà, mais elle va se rendre compte que ses parents lui ont pas tout dit non plus et voilà, ils ont chacun leur caractère et ça va être tout feu tout flamme entre eux. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'on n'en entend pas trop parler de cela. C'est vrai que finalement Bookmark, on les voit assez peu au final, on les voit sur le moment, mais je trouve que c'est pas une saga qu'on a vraiment beaucoup entendu parler, mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je suis curieuse d'avoir la suite et de pouvoir la lire. Ça va pas être ma saga préférée, mais je suis pas dans le truc de... On verra si la suite sort, etc. Là, on sait que à la fin de l'année, la suite sort. Et j'ai très hâte de pouvoir la découvrir. Je crois que c'est qu'une... Alors, je crois qu'il devait faire qu'une duologie. Ça va peut-être partir en trilogie. Mais pour l'instant, le tome 2 est prévu pour la fin de l'année. Donc, on verra bien où ça va nous mener. Surtout que il y avait un petit cliffhanger à la fin. Et que j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça nous dit. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du nouveau Hurlevent, à savoir Le Temps des Murmures de Augustine Vivant. Et regardez-moi ce jaspage, donc là c'est leur premier jaspage. Il y a maintenant un petit marque-page dans le livre et franchement je trouve que maison d'édition indépendante, ils font un énorme travail sur l'objet livre qui est déjà très très beau. L'ajout du jaspage et du petit signet n'a absolument pas augmenté le prix puisqu'on est toujours à 25 € fabriqué en France, donc ça vaut le coup. Et donc là on est sur une nouvelle autrice des éditions Hurlevent et on est sur une double temporalité. Ici encore on va suivre une histoire avec la guerre d'Indochine, puisque de nos jours on va suivre Marguerite qui est étudiante en histoire, qui elle est passionnée par la guerre d'Indochine et elle peut rentrer dans un cursus particulier. Par contre il faut qu'elle prouve qu'elle est issue d'une famille qui a fait la guerre d'Indochine, qu'un de ses ancêtres a fait la guerre d'Indochine. Et quand elle demande ça, sa grand-mère botte en touche et lui dit que non pas du tout, il a jamais fait la guerre d'Indochine et que elle a pas de que si il a fait la guerre d'Indochine mais qu'elle a absolument pas de papier. Donc elle trouve ça un petit peu bizarre et elle va commencer un petit peu à fouiner dans ses affaires, surtout qu'en plus la grand-mère fait pas mal de malaise et donc elle va un petit peu fouiller dans cette histoire. Ici la religion est très très importante, la religion chrétienne est très importante, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Et donc on va suivre en 1950 Reine qui vit dans un petit village. Elle vient tout juste de se marier avec son amour de jeunesse, à savoir Émile. Émile ou Achille, je sais plus. Émile je crois, sauf que celui-ci va être envoyé en service militaire puis envoyé en guerre d'Indochine. Donc elle va se retrouver le lendemain de son mariage au début de sa grossesse toute seule dans un climat assez particulier, dans une toute petite ville. Elle est toute seule à s'occuper du coup pendant sa grossesse et ensuite pendant que son enfant grandit. Elle a une voisine qui a l'air de subir pas mal de traumatismes vis-à-vis de son mari. Voilà, des violences et donc elle va se lier d'amitié. Elle a un meilleur ami avec qui elle peut tout se confier et qui va beaucoup l'aider dans cette période là. Et on va suivre aussi tout le côté un peu
dépression que la guerre peut nous amener, que le service militaire peut nous amener, tous les traumatismes qui peuvent exister. Et franchement, j'ai trouvé ce livre hyper beau. Alors je sais plus si je lui ai mis un coup de cœur ou un 5 étoiles, mais on était à la limite des deux puisque j'ai adoré ce roman. Vraiment, il était hyper poignant, hyper triste, hyper beau. J'ai aimé les deux points de vue, les deux jeunes femmes étaient magnifiques. Comme je disais, il y avait quand même un gros point sur la religion. Moi, c'est pas un truc qui est forcément mon dada, puisque j'ai aucune connaissance dans la religion. Mais c'est très très important dans cette histoire, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Et franchement, j'ai adoré les deux temporalités. J'ai trouvé ça... vraiment, les deux filles m'ont vraiment touchée. Leurs histoires, leurs liens, même la relation qu'elles ont encore aujourd'hui. Puisque en fait, Reine, c'est la grand-mère de Marguerite. Et franchement, j'ai adoré. J'ai déjà hâte de pouvoir lire un autre Hurlevent. Et franchement, j'étais pas du tout convaincue. J'avais très peur de celui-ci. Et finalement, il est pas méga gros, mais franchement j'ai adoré. Et je l'avais pas précommandé, du coup j'ai pas de dédicace. Parce que justement j'avais assez peur. Mais franchement j'ai adoré. C'était un banger, c'était une valeur sûre. Et je vous recommande. Et de toute façon je vous recommande à peu près tous les livres de cette maison d'édition. Je vais bientôt plus avoir de place sur mon étagère, que vous ne voyez plus d'ailleurs, sur mon étagère de Hurlevent. Donc voilà pour cette petite vidéo, je me dépêche puisque je n'ai plus de batterie alors que j'ai tout rechargé avant de filmer, que j'ai plus de place non plus sur ma carte mémoire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, à me dire combien de livres vous avez lu ce mois-ci, les livres que vous avez retenus, que vous pouvez me conseiller. N'hésitez pas à mettre un petit emoji si vous êtes trop timide. Vous pouvez mettre une petite fleur pour l'arrivée du printemps. Voilà, mars c'est quand même le début du printemps aussi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!